l'intérêt d'avoir choisi les Jeux olympiques et le sport comme façon de dénoncer les intégrismes, c'est justement d'avoir choisi un champ qui est simplifié par rapport au monde où il y a des frontières, où il y a des lois différentes, où certes, il y a des conventions internationales, comme la CEDAW, pour l'élimination des discriminations à l'encontre des femmes, la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais on sait très bien que, par exemple, la Convention pour l'élimination des discriminations, vous m'entendez bien derrière, à l'encontre des femmes, c'est la plus signée, mais c'est en même temps celle qui fait l'objet du plus grand nombre de réserves au nom des religions et au nom des traditions. L'intérêt du stade olympique, c'est qu'il y a une charte, que cette charte, elle est unique, qu'on jure de la respecter sans émettre de réserve, et qu'elle est fondée sur des principes universels. Donc tout allait bien tant qu'il y avait que des hommes. L'affaire s'est compliquée quand les femmes sont arrivées. On a bien vu que pour la Déclaration des droits universels, eh bien, tant qu'elle était utilisée pour lutter contre le colonialisme, personne ne trouvait à la critiquer. C'est-à-dire qu'on mettait les hommes blancs devant leurs contradictions, ils ne respectaient pas la Déclaration universelle. Et voilà que tout d'un coup, quand il s'agit des femmes des mêmes pays décolonisés, eh bien, on trouvait des réserves et on disait que c'était un modèle occidental. Alors l'intérêt du printemps arabe, ça a été justement de montrer que l'envie de liberté, l'envie de démocratie était universelle. On pensait qu'on le savait déjà, mais il fallait le redémontrer apparemment. L'ennui, c'est que maintenant que certains se sont débarrassés d'un certain nombre de dictateurs, eh bien là aussi, ils émettent des réserves. Bon. Donc, je pense qu'il faut toujours faire une démonstration. Quelle que soit la cause que l'on défend, il faut faire une démonstration. Vous vous souvenez le titre, mais qu'est-ce qu'elles veulent encore? Donc, à chaque fois, à chaque génération, il faut dire que oui, on veut encore quelque chose. Je reviens au stade olympique. Il y a donc une loi unique fondée sur des principes universels. Et, comble d'intérêt, il y a une règle qui est fondamentale dans le sport, qui est ce que nous avons appelé la neutralité du sport. Je n'utilise pas le mot laïcité, parce qu'immédiatement on dit « Ah oui, c'est la laïcité à la française ». Donc c'est pas ça du tout. Le sport, finalement, a probablement été le premier outil qui a été inventé par les anglo-saxons et qui a été mondialisé. Et la caractéristique par rapport aux activités sportives qui pouvaient se faire dans le passé, c'est qu'il est normé, codé, et que sans la règle, pas de sport moderne. Pourquoi? Parce que le sport moderne, c'est la performance, c'est le chronomètre qui a permis le sport moderne. On mesure la performance. Et pour que on puisse comparer les performances des uns et des autres, il faut une base d'égalité. Donc il faut des règles. Et on tourne en rond. Il faut des règles. Donc la même règle pour tout le monde. C'est au nom d'une règle fondamentale qui est le fait qu'on doit exclure toute forme de discrimination, que l'Afrique du Sud a été exclue pendant 30 ans. Naturellement, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, tout ça, qui avait exclu les femmes, là, il ne fallait pas les bousculer, parce que on est un peu comme la question des femmes battues, c'est un problème, je dirais, privé. Hein. Privé, politique, ça a été là qu'on a commencé à attaquer. Mais au niveau international, on reste tout de même sur cette idée. C'est-à-dire que les affaires des femmes des Saoudiens ou des femmes des Qataris, etc., c'est tout de même leurs affaires internes, on est bien d'accord. Donc il ne faut pas les bousculer. Et 20 ans après, l'Arabie Saoudite est encore en train de dire j'en envoie une, j'en envoie pas une. C'est-à-dire que les trois derniers, c'était le Qatar, Brunei et l'Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite, on ne sait pas encore s'il va finir par envoyer les femmes. Donc on peut dire, mais on a gagné. Au départ, il y avait 35 délégations sans femmes. Maintenant, il n'en reste plus que 3, même peut-être plus qu'une, peut-être même 0. Le problème, c'est qu'en contrepartie, on a des femmes voilées.
Alors là, le cœur antique, c'est ah oui, mais il vaut mieux avoir une femme voilée que pas de femme du tout. Bon, alors là, je veux dire, la démonstration, elle est effectivement complexe, pour reprendre ton mot. C'est-à-dire que, premièrement, nous, on dit, mais attendez, il y a une règle. Quand les Noirs d'Afrique du Sud ont levé le poing par exemple, les États-Unis, Tommy Smith et John Carlos, en 68, ont levé le poing pour dire qu'ils se solidarisaient avec les Black Panthers, c'était pour une bonne cause, mais on les a tout de même exclus, parce que c'était un signe politique qui n'avait rien à voir dans le stade olympique. Donc quand on voit des femmes arriver voilées de la tête aux pieds, eh bien, quelle que soit d'ailleurs la taille du voile, c'est l'islam politique. Donc c'est même pas simplement religieux, c'est politico-religieux. Donc il faut l'exclure. On n'est pas dans le compassionnel, on est dans l'application d'une règle. Si elle n'est pas bonne, vous l'enlevez. Et là, c'est ça qui est extrêmement décevant, c'est qu'on pensait avoir choisi un modèle, un cas d'école, que tout le monde allait comprendre. Eh bien non, tout le monde ne comprend pas. Et ce qui a fait hier les informations un peu partout, c'était le fait que les derniers qui tentaient de résister, c'était la FIFA. Et la fédération donc, de football vient de s'incliner en levant l'interdiction du port du hijab. Donc on a eu beau prévenir tout le monde, secouer les ministères divers et variés, ça fait 3 ans qu'on essaie de le dire, et bien finalement ils ont gagné. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que derrière tout ça, il y a une stratégie. Et cette stratégie, c'est ce que je montre dans ce livre-là, c'est-à-dire qu'en 91, l'Iran, il faut dire, l'Iran, il se présente comme une révolution. Donc l'Iran, après avoir commencé par interdire tous les stades pour les femmes, et y compris pratiquement de faire du sport, il s'est dit tout de même, je suis révolutionnaire, je ne peux pas, il faut que je trouve une idée. Donc ils font une grande conférence en 91, présidée par le président iranien, et ils définissent une stratégie. Et cette stratégie, c'est premièrement, on fait des jeux séparés pour les femmes des pays islamistes, tous les 4 ans, ce qu'ils font depuis 93, qui est présenté comme un modèle pour les femmes libres du monde. Et d'autre part, eh bien, on va faire la pression sur les fédérations internationales pour qu'elles soient, comme disent les anglo-saxons, inclusives plutôt que exclusives. Ça veut dire que, eh bien, naturellement, le costume islamique ne colle pas tout à fait avec les critères sportifs. Et on leur fera comprendre que c'est mieux d'avoir des femmes voilées que pas de femmes du tout. Parce que ces pauvres femmes, sinon, elles ne pourront pas faire de sport. Donc les méchants, ce n'est pas les mollahs, les méchants, c'est ceux qui appliquent la réglementation. Et naturellement, toute une partie de l'opinion publique et des féministes y compris, eh bien, se laisse prendre à ce discours compassionnel. Je veux dire, quand on a exclu l'Afrique du Sud pendant 30 ans, ben, il y avait des athlètes blancs qui n'étaient pas forcément pour l'apartheid et qui ont eu leur carrière complètement brisée. Donc, on s'est dit à ce moment-là, oui, mais la cause de la lutte contre l'apartheid mérite ce sacrifice-là. Et bien, la cause de la lutte des femmes mérite qu'il y ait des femmes voilées de la tête aux pieds qui n'aient pas la bonne carrière qu'elles espéraient avoir, c'est tout. Personne ne se pose non plus la question de savoir si le fait d'être voilé de la tête aux pieds va être un handicap éventuel pour réussir à battre une compétition. Donc on se fout comme de l'an 40 de la performance, on se fout comme de l'an 40 de la règle, et au fond, ce que ça démontre, ça, c'est que les femmes sont toujours marginales, et que ne pas respecter la règle quand il s'agit des femmes, ça ne remet pas en question la règle, c'est comme si elle n'existait pas. Alors je vais conclure sur cette stratégie donc, qui a été mise au point par l'Iran et qui finalement est gagnante, et qui est définie en 2009 dans une lettre qui est signée du guide suprême Khomeini, qui dit nous n'avons pas répondu à une propagande adverse telle que la propagande féministe comme nous aurions dû le faire. Et
un des objectifs de la conférence qu'il organisait, c'était la promotion de la culture de la modestie et du hijab dans le monde. Et au moment de la bataille rangée sur l'affaire du hijab et de la FIFA, vous avez M. Lemke, qui est le monsieur sport auprès du secrétaire des Nations Unies, qui sort un communiqué en tête des Nations Unies en se prononçant pour la levée de l'interdiction du hijab dans le stade olympique. Et donc CQFD, c'est-à-dire que même dans quelque chose d'aussi normé que le sport, il faut dire qu'il y a eu une indifférence totale à cette cause, eh bien, des Nations Unies jusqu'aux fédérations sportives, jusqu'à tous les États, jusqu'au réseau Femmes et Sport du monde, eh bien, on était dans le compassionnel et non pas dans l'analyse politique d'une stratégie lancée par l'Iran dès 1991. Le régime islamique de Téhéran n'a rien à faire ni au sport, ni aux femmes. Elles s'en fichent royalement que les femmes ils font le sport ou pas, elles pratiquent ou pas. En revanche, il utilise le corps des femmes justement comme une carte d'identité idéologique. Khomeini, le jour où il a pris le pouvoir en Iran, il a dit une chose, il a dit « je vais islamiser le monde par l'Iran ». L'Iran va exporter son islam dans le monde. Malheureusement, il l'a fait. Et on met ici, au cœur de la France et l'Europe. Sur la question du costume, il est évident que par exemple quand les nageurs avaient porté une combinaison qui les aidait à gagner, au bout d'un an de discussion, ça a été fini, on n'a plus le droit de le porter. Là, bon, évidemment, ça l'aide à perdre. Donc ça devrait être exclu aussi. Mais le problème, c'est que vous avez beau tenir tous les raisonnements que vous voulez, personne ne vous entend. Là, je voudrais, si vous voulez, on peut trouver des tas d'arguments. Celui-là, c'en est un. Mais pour nous, féministes, l'argument principal, c'est celui du signe politico-religieux. Là, je vais vous donner un exemple, c'est l'équipe de foot iranienne. Or, le prince Ali, qui a fait son groupe de travail pour dire que ça n'était pas un signe religieux, il a dit que c'était un signe culturel. Or, l'image montre à l'évidence que c'est un signe religieux, politico-religieux. Et pour moi, ce qui est grave, je réponds à la question du compassionnel, c'est que vous avez deux catégories de femmes des pays musulmans. Vous avez celles qui sont en train de résister. Là, vous avez les pionnières, Nawal Moutawakel, Asiba Boulmerka, et vous avez celles qui lui ont succédé. Eh bien, ces femmes-là, elles se sont battues pour respecter la loi, et c'est elles qu'on met en danger en acceptant au nom du compassionnel les femmes voilées. C'est une revue qui vient de Tunisie. Les sportives tunisiennes sont en danger. Elles ont un ministre islamiste. Donc, est-ce qu'on est en train d'aider ces femmes-là ou est-ce qu'on est en train d'aider les petites soldates du Bahreïn, du Qatar, de l'Iran, etc. C'est ça le choix à faire. La dernière image, c'est une journaliste femme, comme quoi on est souvent trahi, qui fait son gros titre au moment des Jeux de Pékin, en disant le voile fait sa force. Elle a perdu, il y avait 40 degrés de chaleur, donc vous voyez que l'argument il tombe. Les journalistes, tout ce qu'ils disent, elle doit avoir chaud dessous. Ils ne voient même pas le sens politico-religieux de cette affaire-là. Ils ne voient pas que c'est le signe de la ségrégation. Et je rappelle que les athlètes français qui avaient voulu porter un petit badge pour un monde meilleur, pour dire qu'ils étaient contre le choix de Pékin, n'avaient pas eu le droit de le porter au nom de la règle qui interdit toute expression politique ou religieuse. Voilà. Pour moi, en mon nom propre, le voile n'est pas un signe religieux, c'est un signe de domination masculine et qui contribue à faire continuer le patriarcat. J'en parle parce que à partir de là, on limite effectivement les sujets de discussion et au nom d'un signe religieux, on ne peut plus rien aborder. Moi, je vous parle juste d'un constat que je fais sur la vie locale. J'habite cette commune. Aujourd'hui, il y a des petites filles d'âge primaire qui sont voilées dans la rue. La voix de la France doit être portée sur la question de l'universalisme dans ces domaines-là. Et comme je suis une activiste,
Je pense tout de même que les mots, c'est bien, mais l'action, c'est bien aussi. Et c'est pour ça qu'avec le lobby européen des femmes, avec la clé, avec un collectif d'associations qui s'appelle Justice Londres 2012, Justice pour les femmes, le 25 juillet, nous allons à Londres, on a loué un bateau et on va faire une rencontre, mais surtout après ça, on va enterrer symboliquement la charte olympique. On va la jeter avec des fleurs dans la Tamise, avec un orchestre de jazz de la Nouvelle-Orléans, pour montrer que la charte et les valeurs universelles, s'agissant des femmes, a été bafouée et que les fossoyeurs sont ceux qui devaient la défendre. Mais il faut qu'elle vienne avec nous.